Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, pour ce premier comité éditeur, qui adresse le couloir hôpital sur, le Ségur, vague 2. On n'est pas encore très nombreux, je regarde, mais bon, je pense que les participants, vont arriver, au fil de l'eau. Avant, de commencer, simplement quelques précisions, parce que généralement on nous pose la question en cours de webinaire. Donc ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement comme vous le voyez. Cet enregistrement vous sera diffusé avec le support, associé. Voilà, donc vous aurez, toutes les informations, nécessaires, après le webinaire. Alors, avant de commencer, je voudrais, d'abord faire un tour de table concernant du coup les intervenants. Si on passe sur la slide suivante, Dimitri, donc, de mémoire, côté ministère, on a, Arnaud Bory. Certains d'entre vous le connaissent très probablement déjà, du coup, qui fait partie de la délégation numérique en santé et qui est la personne, en charge du, programme, Open 2. Donc Open 2 étant le vecteur de financement qui vient adresser 2 dispositifs, le dispositif HospiConnect Open 2 et le dispositif Appel à projet. Et compte tenu de l'actualité du programme, avec le fait qu'effectivement vous avez des clients qui vont s'engager dans ce programme-là, on pensait intéressant de vous faire un petit point d'actualité là-dessus. On a également Laurent Fenwick, qui est le responsable des MP au niveau de l'assurance maladie, qui se joindra à nous en cours de réunion. Et on souhaitait du coup effectivement sa présence, notamment pour adresser des sujets autour du mode R. Certains d'entre vous nous posent pas mal de questions et on trouvait que c'était intéressant du coup de profiter de l'opportunité de ce comité pour vous présenter l'actualité sur ce sujet. Nous aurons également Julie Barthélémy qui était présente dans les ateliers thématiques qu'on a conduits au regard du REM Vague 2. On n'a pas forcément de point d'actualité vis-à-vis de l'homologation CNDA, mais si toutefois vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les adresser dans le chat et Julie pourra vous répondre. Et enfin, côté ANS, l'équipe au complet, donc moi-même, je ne me présente plus. Je suis accompagnée par contre d'un nouvel arrivant. Tout le monde n'a pas forcément eu encore l'occasion d'échanger avec Dimitri, qui vient renforcer l'équipe hôpital au niveau de l'ANS. Bonjour à tous. Voilà, et qui interviendra pendant le webinaire aussi. Florian Cato, qui est directeur de programme et qui travaille plus particulièrement sur le sujet HospiConnect, et Armand Collin, que vous connaissez certainement aussi, et qui fait le lien entre l'ANS et les éditeurs. Voilà. Alors, en termes d'ordre du jour, un ordre du jour assez, sur ces questions-là, bon, vous êtes habitués, mais voilà, vous savez que vous avez le chat à votre disposition si vous souhaitez poser des questions au fil de l'eau et on essaiera, si on a le temps, de prendre des questions à l'oral. En termes d'ordre du jour, donc, on va vous présenter la démarche d'accompagnement qu'on souhaite vous proposer sur 2026, qui un petit peu différente de ce qu'on vous a présenté, de ce qu'on vous a proposé sur 2025. Ensuite, du coup, des actualités institutionnelles, donc en particulier sur Open 2 et le mode R. On trouvait intéressant de profiter de ce webinaire pour vous mettre en lumière aussi les indicateurs d'usage qu'on suit, nous, au niveau DNS, ANS, en lien avec les régions, puisque vous êtes engagé effectivement sur la partie développement industriel, mais c'est développement dans deux sens que si derrière, en fait, ça crée de l'usage métier. Et donc, on trouvait ça intéressant que vous puissiez voir les métriques qu'on suit et les difficultés qu'on a réussi à identifier sur certains indicateurs d'usage, en particulier sur l'alimentation de la lettre de liaison de sortie. Et enfin, on partagera des réponses qu'on a apportées aux questions récurrentes qui ont été posées par les éditeurs, avec beaucoup de questions sur la partie déploiement, en particulier sur les bons de commande et les pilotes. Et on trouvait que plutôt que de répondre de manière unitaire à un éditeur, c'était intéressant de partager collectivement les réponses qu'on avait pu apporter à ces éditeurs pour que le collectif puisse apprendre des réponses qu'on a pu donner. Voilà. Alors, sans attendre, sur la partie présentation du dispositif d'accompagnement. Donc, vous l'avez compris, on a été très mobilisés ces dernières années, notamment les 2 dernières années, sur le fait de réussir en fait collectivement le référencement, que ce soit sur le dispositif PSI ou DPI. Pour ça, on a mis à disposition des services d'accompagnement qui se sont incarnés à travers la mise à disposition d'un guichet ANS
pour recueillir vos questions. On a pris en compte le fait que voilà, parfois on n'était pas suffisamment réactif ou que le niveau de qualité des réponses apportées n'était pas forcément au rendez-vous parfois aussi. Et donc voilà, on a eu aussi une réflexion en interne côté ANS pour vous proposer une amélioration en termes de réactivité et de qualité de support qui vous a été proposée. Et je pense que vous avez pu quand même remarquer la différence entre le démarrage et aujourd'hui. À côté de ça, on avait pris en compte aussi le fait que voilà, répondre à plat à un certain nombre de questions, ce n'était pas forcément toujours l'idéal, surtout que le degré de complexité du REM Vague 2 était plus important que celui du REM Vague 1 et que par conséquent, il était nécessaire parfois de mettre en place des échanges de co-réflexion, co-construction et qu'on puisse itérer de manière orale. Et donc ça a donné lieu à la mise en place d'AMA et d'ateliers de travail qui ont mobilisé en fait tous les experts au niveau national, que ce soit la DNS, l'ANS, la CNAM et le CNDA. Donc 2025 est terminé. Il y a encore du travail pour les éditeurs, notamment pour ceux qui doivent viser maintenant le jalon du 31 mars. Donc on est toujours à votre disposition pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite. Et puis on continue aussi à accompagner les éditeurs qui ont respecté le jalon de décembre, mais pour lesquels ils sont dans la phase d'échange avec l'ANS pour finaliser l'épreuve. Donc ça reste, hein, on est toujours là. Mais en parallèle, maintenant, il faut vraiment qu'on adresse l'enjeu de déploiement, puisque le calendrier de déploiement qui fixe la fin des déploiements à fin 2027, enfin à juin 2027, va arriver très, très rapidement. Donc, on met en place ces comités éditeurs dans cette logique justement d'adresser les problématiques de déploiement. Et donc, on profitera du coup de ces comités pour parler plus spécifiquement de ces sujets, mais également faire le lien avec les actualités clés institutionnelles, mais qui vont aller de pair avec les enjeux de déploiement. Et par là, j'entends le sujet R et le sujet OSPI-Connect Open 2. On continuera aussi à partager des indicateurs d'usage. On verra notamment comment on glissera très progressivement vers le partage d'indicateurs autour de la consultation, là où on est pour le moment beaucoup plus focalisé sur l'alimentation en termes d'indicateurs d'usage. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est on reste sur le pont pour vous accompagner jusqu'au bout sur la partie référencement. Mais en même temps, il faut qu'on propose une modalité d'accompagnement beaucoup plus ancrée déploiement à travers la mise en place de comités éditeurs qui adresseront plus spécifiquement ces sujets. Donc, une petite redite. Donc, ce qu'on vous propose, hein, c'est vraiment faire le lien aussi entre vos actions et celles des régions. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on a des régions qui sont missionnées pour accompagner les établissements dans la mise en place des fonctionnalités Ségur Vague 2. Et on se rend compte que quelque part, le monde industriel et le monde régional, ce n'est pas forcément un monde qui se parle. Et donc, nous, on veut être aussi le pont entre ces deux mondes, puisqu'on est en lien avec les régions, les pilotes, et puis on est en lien avec vous, on vous accompagne. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vous donner la réalité un peu terrain que peuvent nous faire remonter les régions vis-à-vis de l'avancement des établissements sur le Ségur Vague 2. Donc vous donnez aussi la possibilité d'avoir un créneau d'échange oral, au-delà des échanges supports que vous pouvez avoir avec la ANS, vous mettre en visibilité les enjeux nationaux, et aussi, vous partagez, ça c'est nouveau, vous partagez les actions menées avec les pilotes. Je reviendrai sur cette notion de pilote après. Donc comment? Donc vous proposez une réunion d'1h30 en distanciel qu'on va vous proposer tous les 3 mois, donc une par trimestre. Et on réfléchit au-delà de ça à voir si on peut organiser une journée de travail avec les régions en présentiel avec l'ANS, mais ça c'est encore en stade de réflexion. Et donc qui? Donc tous les éditeurs du couloir hôpital engagés sur le Ségur Vague 2, que ce soit sur le dispositif PFI ou le dispositif DPI. Voilà. À côté de ça, bien sûr, là on est dans une logique collective. On entend que parfois il est nécessaire aussi d'avoir des échanges en unilatéral avec l'ANS. Bien entendu, si vous avez besoin de nous contacter ANS indépendamment de cette réunion collective, on se tient aussi à votre disposition pour ça. Alors, sur les pilotes, je voulais revenir là-dessus parce qu'on a eu pas mal de questions d'éditeurs sur l'état d'esprit en fait de ce qu'on entendait par pilote.
Alors, les pilotes, vous savez que voilà, c'est une nouveauté de la vague 2 par rapport à la vague 1 qui fait suite en fait à un retour d'expérience sur lequel voilà, on a eu besoin de s'assurer du déploiement des fonctionnalités vague 2 entre guillemets dans la vraie vie avant de penser justement à une généralisation des déploiements Ségur vague 2. Donc c'est la promesse à laquelle ça doit répondre. Ces pilotes, du coup, pour les valider, comme vous le savez, et Dimitri reviendra là-dessus après, il faut effectivement avoir fait signer ce qu'on appelle un PV pilote, mais bien sûr, vous restez libre du choix des pilotes en question. Une fois que les PV pilotes en fait sont signés, je voulais rassurer un certain nombre d'éditeurs, il n'y a pas de logique de contrôle au sens audit du terme de l'ANS ou de l'ASP sur ces pilotes-là. Par contre, nous, les pilotes, en fait, on voit ça comme une opportunité d'avoir des établissements qui sont en avance de phase et qui vont prendre le rôle d'éclaireur pour le reste du collectif des établissements de santé. Je m'explique. Vous savez que la vague 2, c'est, avant d'être un projet technique, c'est surtout pour les établissements un projet d'établissement organisationnel. Et il y a beaucoup de choses que les établissements doivent préparer en propre, indépendamment de la solution, de l'installation de la solution. Et ça, il faut qu'au niveau ANS et DNS, on soit en capacité d'identifier, entre guillemets, les bons élèves pour capitaliser sur leur retour d'expérience, pour absorber, entre guillemets, cette matière, la transformer en livrable et pouvoir ensuite la proposer au reste du collectif des établissements qui vont venir déployer les solutions après, dans une logique, en fait, d'industrialisation pour aller plus vite sur ces établissements-là. Et donc, c'est pour ça qu'on va travailler côté ANS et DNS à une démarche d'accompagnement des pilotes qui ne viendra pas en collision de ce que vous faites avec vos pilotes ni dans une logique de contrôle, mais qui vise vraiment à capitaliser sur ce qui est bien fait, identifier les écueils à éviter pour pouvoir ensuite tirer des enseignements au niveau national pour que les autres établissements qui arriveront derrière puissent aller plus vite que les pilotes. Voilà, c'est vraiment ça ce qu'on recherche à travers la démarche pilote et on profitera du comité éditeur pour vous présenter justement cette démarche d'accompagnement qu'on envisage sur laquelle on est en train de travailler actuellement. Voilà. Et donc, l'autre message que je souhaite vous faire passer, mais ça, voilà, on sera en échange bilatéral avec vous, on ne le verra pas de manière collective. Ne soyez pas surpris si Dimitri et moi, on vient vers vous pour vous demander, le moment venu, quels sont vos pilotes. C'est vraiment pas pour venir faire, entre guillemets, du flicage, mais c'est surtout pour nous qu'on les identifie et qu'on puisse voilà, aller observer ce qui se passe et préparer, travailler avec elles sur les éléments de langage, la matière à acquérir pour faire des livrables qui font sens et qui correspondent à une réalité terrain. Voilà pour la partie un petit peu introductive. Oui, bien sûr, Philippe, je lis en parallèle. Oui, il est prévu dans les travaux qu'on produise de vous les soumettre pour que vous puissiez aussi nous donner votre avis par rapport au Rex Pilote, bien entendu. Est-ce que voilà, ça appelle d'autres questions? Sinon, de toute façon, je reste là tout au long du webinaire. Vous pouvez écrire sur le chat. Donc voilà, donc on reviendra vers vous avec les différentes dates et sur une fois tous les 3 mois. Et entre ces dates-là, si vous avez voilà, des choses que vous souhaitez faire apparaître dans ces comités éditeurs, des sujets d'actualité que vous souhaitiez voir traités, c'est aussi votre comité. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter les sujets que vous souhaiteriez voir traités plus particulièrement dans le cadre de ces comités éditeurs. Voilà. Bah, du coup, je laisse la parole à, il me semble, Arnaud pour la suite. Merci Inès. Bonjour à tous. Donc oui, pour vous parler un peu maintenant du programme Open 2. Donc normalement, vous n'êtes pas sans savoir que le programme Open 2 donc, a été lancé en début d'année. Et c'est un programme donc, qui s'inscrit dans la continuité des grands programmes précédents Open et SNES et qui vient donc soutenir les établissements dans leur transformation organisationnelle et métier en parallèle des programmes de financement SONS qui viennent financer les évolutions logicielles. Donc ce programme a deux pattes. Un premier volet qui s'inscrit dans une démarche plus globale, HospiConnect, donc qui elle vient accompagner les acteurs du secteur hospitalier sur l'ensemble du périmètre opérationnel de l'identification électronique,
depuis la gestion du cycle de vie des identités jusqu'aux modalités d'accès aux services numériques. Et du coup, ici, on va venir donc accompagner ces deux grands chantiers, à la fois de sécurisation, de gestion des identités, et également se donner l'ambition de rendre effective la consultation du DMP à l'hôpital, qui est l'ambition première du Ségur. Et dans un second temps, donc on a une deuxième patte du programme qui vise à soutenir des thématiques qui jusqu'alors étaient un petit peu, enfin qui n'étaient pas intégrées dans les grands programmes euh, hospitaliers, et donc qui vise à soutenir trois thématiques plus spécifiques que sont le rattrapage de la maturité, pardon, le désengorgement des urgences, la logistique des produits de santé et la gestion du temps de travail et processus RH. Et on a également rajouté une thématique, on va dire, ad hoc, qui se focalise sur les établissements qui n'ont pas bénéficié de financement à l'usage sur les programmes Open 2 phase 1 et SUNES, et donc qui vise à permettre à ces établissements ce qu'on appelle un rattrapage de la maturité numérique, donc sur les grands enjeux des programmes précédents, alimentation DMP, échange et partage de données de santé via messagerie sécurisée de santé ou équipement en dossier patient informatisé notamment. Pour participer notamment à cette partie appel à projet, il est nécessaire que l'établissement soit également engagé sur le dispositif HospiConnect Open 2, qui, pour rappel, a des candidatures ouvertes jusqu'à ce vendredi. Donc, pour information, je reviendrai un peu après sur les candidatures, pardon. Si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, comme je disais, la partie Open 2 HospiConnect s'inscrit dans une démarche plus globale. HospiConnect, qui est donc soutenu par des programmes de financement nationaux dont Open 2 fait partie, mais également des financements CARE sur tout ce qui va être volet matériel, c'est-à-dire équipement des établissements en moyens d'identification électronique à double facteur et lecteur associé, pour permettre justement voilà, d'amorcer et de poursuivre les travaux engagés par les établissements et d'inscrire dans la durée cette démarche, puisque ce sont des programmes qui vont accompagner les établissements jusqu'à l'été 2028. Alors là, sortez vos loupes. C'est un peu petit. C'est simplement pour vous présenter un petit peu les objectifs qui sont demandés aux établissements qui sont engagés sur le dispositif HospiConnect Open 2. Donc, comme je le disais, ces objectifs sont découpés en deux grandes familles, hein. Une première qui va tourner autour de la gestion des identités et des accès, et une seconde qui va traiter des chantiers préalables à la consultation du DMP et l'intégration de cette consultation dans les pratiques. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail sur la partie gestion de la chaîne d'identité, nous avons la gestion des identités et la transmission du RPPS dans les différentes briques du SIH, notamment le DPI. La gestion des comptes, donc c'est la gestion des entrées-sorties de personnel, et la gestion des accès aux DPI associés. Le déploiement de MIE, de FA, notamment pour l'accès aux DPI, mais du coup dans une réflexion plus large sur l'ensemble du SIH, mais du coup avec un focus pour l'atteinte des objectifs HospiConnect Open 2 qui sera sur le DPI. Et ensuite permettre donc l'accès au DMP depuis l'interface métier du DPI, avec notamment une homologation R simplifiée ou éventuellement par API ProSanté connecté. Et sur donc les grands objectifs liés à la consultation du DMP, on va avoir les chantiers en lien avec la collecte du consentement du patient, hein, qui, pour rappel, est indispensable à la consultation du DMP, et l'intégration de cette consultation dans les pratiques métiers. Donc, on a des objectifs qui sont un peu spécifiques pour l'année 2026, étant donné le temps relativement court entre le lancement du programme et les objectifs à atteindre à juin 2026. On a donc sur cette année spécifiquement des cibles bien particulières qui sont la formalisation d'une note de cadrage qui va permettre à l'établissement
de structurer un petit peu sa réflexion et sa trajectoire sur les 3 prochaines années, et également de remplir des indicateurs de maturité sur l'identification électronique des professionnels. Et ensuite, pour les années 2027 et 2028, pour chacun des objectifs préalablement évoqués, on va avoir des cibles spécifiques par année qui sont à atteindre par l'ensemble des établissements, avec des financements qui sont à aller chercher de façon annuelle. C'est-à-dire que chaque année, un établissement est éligible à un montant préalablement défini, et proportionnellement au nombre d'objectifs qu'il va atteindre, il va pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'enveloppe à laquelle il est éligible, ou d'une partie suivant le nombre d'objectifs atteints. Et cette enveloppe est à atteindre chaque année. C'est-à-dire que les objectifs qui ne sont pas atteints en 2027 ne pourront pas être récupérés sur l'année 2028. Et slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, petit tour d'horizon. Donc, ce sont des captures d'écran qui datent d'hier ou avant-hier, mais qui sont relativement fidèles à la situation actuelle. Donc, comme je vous le disais, les candidatures à OSPI Connect, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier des financements Open 2, CARE, ou même participer aux appels à projets. Donc, c'est une candidature unique, et à date, on a une très forte mobilisation de l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des acteurs publics qui sont d'ores et déjà tous candidats, et une forte mobilisation du public et du privé lucratif ou non lucratif, puisque vous voyez, là, ce sont les 80 encore candidatures qui étaient allées chercher d'ici vendredi pour le privé lucratif, et 68 pour le privé non lucratif. Donc, on a un fort engagement, ce qui représente plus de 95 des effectifs mobilisés, et à peu près une proportion similaire en termes d'activités combinées mobilisées sur le programme. Donc, par rapport au dispositif appel à projet, donc comme je l'évoquais, hein, la partie appel à projet est bien conditionnée à la participation de l'établissement sur le dispositif OSPI Connect Open 2, donc sur la transformation organisationnelle. La thématique rattrapage de la maturité, elle s'adresse exclusivement aux établissements qui n'ont pas bénéficié de financement à l'usage sur les programmes précédents CNES et Open de phase 1. La maille de candidature sur les projets, appel à projet, et donc le FINES PMSI, pour autant, les établissements sont invités également à candidater en groupe, si pertinent, avec de toute façon, dans les critères d'évaluation, une attention particulière qui sera donnée aux projets visant la convergence à la maille d'un GHT ou d'un groupe. Un établissement ne peut se porter candidat que jusqu'à 2 projets, et les candidatures pour les appels à projets ne sont pas encore ouvertes, étant donné que l'instruction des candidatures à OSPI Connect ne sont pas finalisées. Et en tout état de cause, ces candidatures seront ouvertes jusqu'au 29 mai 2026. Il y a un webinaire qui vous pouvez consulter pour ceux que ça intéresse, qui reprend les grands principes de ce dispositif appel à projet, qui est consultable sur le replay de l'ANS. Merci, c'est tout pour moi. Alors, Arnaud, tu as quelques questions. Ah. Du coup, sur la note de cadrage, est-ce que les établissements doivent faire plusieurs notes de cadrage, ou bien une seule avec l'ensemble de leurs projets? Alors, on est sur quelle partie là? Est-ce qu'on est sur le dispositif appel à projet, ou est-ce qu'on est sur la partie Open 2? Je pense que c'est OSPI Connect, mais OK. Alors, par sur rapport à OSPI, l'indicateur d'usage fin ouais. 2026. Alors, les financements et la maille de... Alors, pour le public, la candidature se fait à la maille du GHT, mais bon, les financements sont à la maille FINES EJ. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a un template de note de cadrage qui est en cours de concertation avec les fédérations actuellement, et qui sera disponible a priori d'ici 2 à 3 semaines. L'objectif étant d'avoir une candidature, enfin une note de cadrage unique pour les GHT, qui permettent à la fois de présenter
les éléments communs au GHT et de préciser les spécificités à chacune des EJ. Donc, ce sera idéalement un livrable unique qu'il faudra déposer pour chacun des EJ, mais qui sera à la maille du GHT. Et pour le privé, la note de cadrage est à traiter à la maille de l'entité juridique, avec éventuellement déclinaison des spécificités à l'EG si pertinent. Ok. Par fédération, on entend fédération hospitalière. Hein. On n'est pas sur les fédérations industrielles pour la concertation. Oui, pardon, oui. Oui, non, pas de souci. Ensuite, il y avait une question, mais je n'ai pas très bien compris. Du coup, là, Monsieur Bénilan, si vous pouvez peut-être la reformuler par écrit. Et pour répondre aussi à Philippe Béder, du coup, sur un suivi proche du déploiement, notamment pour anticiper la date de fin de mise à jour des DPI PFI. Donc oui, il y aura, c'est pas encore calé, mais effectivement, l'idée, comme on le fait pour le référencement d'ailleurs, l'idée c'est que quand arrivent les grands jalons, on prenne le temps de prendre contact avec vous, même un petit peu quand même avant, parce que sinon, si c'est juste avant, ce sera trop tard, pour nous, qu'on puisse aussi avoir une vision très claire de où en sont chacun des éditeurs sur les calendriers de déploiement, pour nous assurer que c'est bien en ligne avec le jalon réglementaire. Donc ça sera côté ANS que ce sera apporté, toujours en lien avec la DNS, mais ce sera plutôt la TF Hôpital qui prendra attache auprès de vous pour vous suivre régulièrement sur le rythme de déploiement. Ensuite, Monsieur Bénilan, donc en gros, le 31 mars, c'est trop court. Alors attendez, je vais essayer de voir si on peut vous donner la parole. Et essayez d'activer, je ne suis pas certaine que vous puissiez activer le micro, mais je vais voir entre-temps si on peut vous donner la parole. Et ensuite, Philippe Béder, pourriez-vous fournir à chaque éditeur la liste des établissements clients DPI PFI effectivement candidats au 13 février, du coup au 20, puisque maintenant c'est au 20. Au 20, sachant que l'instruction des candidatures, sera clôturée le 13 mars. Donc à cette date, j'aurai une liste figée, même si à partir du 20, j'aurai déjà une bonne idée des établissements candidats. Alors, faut que je reboucle avec Inès pour qu'on puisse croiser les informations SONS avec les informations candidature. Je ne sais pas, c'est à la MyEJ aussi sur le SONS? Ça dépend de la structure juridique. Sur le public, on est sur la maille EJ et sur le privé, on est sur l'EG. Ok. On devrait être en mesure d'apporter des éléments. Je reboucle avec Inès avant de m'engager. Ouais. Ok. Écoutez, si quelqu'un peut voir s'il peut, parce que je vais reprendre la parole, s'il peut vous donner le micro pendant que j'interviens à monsieur. Normalement, c'est bon, Inès, pour le micro de Guillaume Bénilan. Ouais. D'accord, allez-y, on vous écoute. Vous devriez pouvoir l'activer, ouais. Essayez. Bonjour, merci à tous. Merci pour tout votre travail. Alors, je sais que c'est pas tout à fait le cadre de la globalité de là d'où vous regardez le monde, qui est celui des éditeurs, mais vous essayez de prendre en compte chacun des paramètres avec les contraintes que vous avez. Mais en tant que petit éditeur qui n'est pas forcément dans l'hospitalier, mais qui est plutôt dans le SMR, psy, et toutes ces choses qui vont arriver derrière le Ségur, nous, on cherche le Ségur 2. Et effectivement, ça fait 4, 5 mois, 6 mois qu'on lutte. On a eu gain de cause, il n'y a pas de souci, mais on met à chaque fois, c'est juste vous voulez du rétex, on met entre 15 jours et 3 semaines, dès qu'on fait une demande au CNDA pour avoir les cartes, pour avoir les certificats, pour pouvoir commencer les tests, pour savoir si on rentre dans les tests. Donc c'est assez compliqué. Alors on va y arriver, nous. On pense à nous, on s'en fout. Mais on ne pense pas qu'à nous, on pense à tous les éditeurs qui sont aussi des acteurs de santé à l'intérieur des établissements, qui ne sont peut-être pas les grands hôpitaux, qui ne sont pas les grands SSR, voilà, mais, les MCO, mais je dis juste, je faisais juste une remarque un peu française, je suis navré de devoir le dire, c'est que ça régule, ça interdit, ça contrôle, ça permet pas, mais globalement, ça donne pas les outils parce qu'en fait, on fixe des délais et tout le processus qui est en dessous ne tient pas ces délais. Ah oui, c'est marrant ça.
Mais c'est pas vous, hein, c'est pas vous directement. Du coup, c'est un peu compliqué. Nous, on va essayer de tout faire pour le 31 mars pour pouvoir être challengé, comme beaucoup d'éditeurs qui, j'espère, sont là autour de nous. Voilà, donc on a souffert, mais on aime souffrir, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on veut, c'est aboutir, quoi. Voilà, Bah, c'est tout. ouais. Une sorte Merci, en de tout cas, petite on grogne l'entend. à la française contre les Français qui sont à la française aussi. C'est pas facile d'être là où vous êtes, je sais, pour piloter tous ces trucs. Et c'est pas facile d'être tout le monde, alors que beaucoup d'établissements qui sont nos clients sont demandeurs de pouvoir utiliser ces services. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, Donc oui, il y a oui. une sorte de fluidité. Alors évidemment, je sais, il y a le MCO. Alors le MCO, c'est le prêtre, voilà, c'est le grand prêtre. Et il n'y a pas que le MCO, il y a le psy, il y a le SSR, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Il y a beaucoup de petits établissements dont on oublie que si les éditeurs ne peuvent pas être validés, ils n'auront pas le droit. C'est ça, je voudrais juste alerter un peu politiquement dans la stratégie que si on n'a pas le droit d'être Ségur, aucun établissement des logiciels qu'on peut proposer en bonne concurrence et en bon usage ne pourra être agréé, quoi, à cause uniquement d'un fait que ça n'a pas été décidé. Or, pourtant, c'est des logiciels qui pourraient tourner. Vous voyez, je veux dire, c'est complexe. Et qui feraient le. Bon, bref, voilà, c'était pas une petite grogne, c'était un petit. Vous vouliez du rétex, moi je vous en donne un dans le vrai, quoi. Ok, Voilà, c'est tout. bah écoutez, Je vais on pas aller plus l'entend en loin. tout cas. C'est Merci. gentil à vous. Merci. Du coup, sur la partie Open 2, du coup, OSPI Connect et AP, Arnaud a terminé. Je voulais juste compléter, bon, ça répondra pas forcément à la question de Monsieur Bénilan, mais on essaye d'être facilitant sur le terrain en accompagnant et en étant dans cette logique aussi bienveillante d'accompagnement des établissements, puisqu'on a conscience qu'effectivement c'est difficile, que les ressources en établissement sont contraintes, qu'il n'y a pas que le Ségur dans la vie aussi, qu'il y a aussi des choix cornéliens qui doivent être adressés notamment sur la partie métier. Donc on a conscience de tout ça. Et même si voilà, on ne résoudra pas tout, on se dit qu'il faut quand même qu'on essaie de construire un accompagnement bienveillant à destination des établissements et des éditeurs. Mais là, pour le coup, sur la partie OSPI Connect, c'est plutôt établissement pour qu'ils puissent justement bénéficier de ces financements pour atteindre notamment les cibles qu'on leur donne. Du coup, on travaille depuis maintenant 2 ans à expliquer le fait que les solutions PFI et DPI Vague 2, c'est super, mais ça ne résoudra pas le défi de l'usage, puisque ce défi-là, la solution technique est indispensable, mais il faut pouvoir l'implémenter dans une organisation qui soit adaptée. Et donc ça passe par le fait de préparer un certain nombre de chantiers techniques et organisationnels qu'on a modélisés sous la forme du DICA pour donc disponibilité DMP, mais ça, c'est pas du fait de l'établissement, hein, ça sera plutôt côté CNAM. INS, du coup, qualifier les INS pour pouvoir procéder à la consultation intégrée. C pour le consentement, puisque, comme vous le savez, hein, il faut recueillir le consentement du patient pour pouvoir autoriser le professionnel à consulter son DMP. Le fameux A, qui est vraiment le nerf de la guerre, hein, et qui est le chantier le plus compliqué à mettre en place, à savoir travailler à la sécurisation de la chaîne d'identification électronique des professionnels pour assurer derrière une authentification forte. Et donc ça, c'est vraiment du coup là où vient mettre le paquet, où on met vraiment l'effort côté OSPI Connect, puisqu'on a des expérimentations qu'on a pu conduire par le passé. On a bien vu que c'était là où le bas blesse. Et donc c'est pour ça que le financement Open 2 a été orienté très majoritairement sur l'effort à mettre en place autour du sujet de la sécurisation de l'identité électronique des professionnels. On a aussi le sujet du H, qui est l'habilitation donc du DPI, pour qu'il y ait, on va dire, un lien qui soit fluide et logique entre la matrice d'habilitation du DMP et du DPI. Donc tous ces sujets ont fait l'objet de webinaires qui ont été adressés sur l'année 2024 et peut-être début 2025 à destination des établissements, des éditeurs et des régions. Ça a permis de faire monter quand même en compétences sur un premier niveau de connaissance de ces sujets-là.
Mais au niveau national, on est au niveau national. Et donc, on n'est pas en établissement. Sauf qu'à notre niveau, Dimitri et moi, on ne peut pas aller toquer à la porte des 2800 établissements du territoire. Et donc, la stratégie qui a été décidée, c'est de nous appuyer sur des relais de proximité que sont les régions. Donc, les régions, ce sont les agences régionales de santé, ce sont les grades et c'est le réseau assurance maladie. Et donc, on fait monter en compétence aussi nos partenaires régionaux pour que ces derniers puissent ensuite aider concrètement en proximité les établissements à se préparer à l'arrivée de la vague 2. Et donc, on les voit pour que vous sachiez, hein, on a quand même une comitologie en effet miroir de ce qu'on propose aussi comme côté éditeur. Donc, on voit les régions une fois par mois. Toutes les régions, les 18 régions, on a des référents identifiés sur la partie gestion de programme, sur la partie conduite de projet de la consultation, conduite de projet sur la sécurisation de l'identité électronique. On a des référents assurance maladie et toutes ces personnes-là, on les voit une fois par mois, on les anime et on leur donne de la matière pour pouvoir accompagner les établissements. Et eux, en retour, nous font remonter les difficultés rencontrées par les établissements pour avancer sur ces sujets. Et donc là, prochainement, pour que ce soit très clair aussi pour vous, parce que je sais que certains établissements vous questionnent sur l'accompagnement régional, on va mettre à disposition d'ici, j'espère, la fin de la semaine, sur le site du ministère de la Santé, donc sur le site de la DGOS, de la DNS, pardon, le tableau qui va répertorier la liste des référents régionaux que peuvent mobiliser les établissements en fonction de la région dans laquelle ils se situent. Donc, vous aurez vraiment visibilité et vous pourrez orienter les établissements vers ce tableau-là. On vous transmettra le lien. Donc, vous aurez le référent Open 2 au sens régalien du terme, le référent en charge de l'accompagnement à la conduite des projets de la consultation et les référents en charge de la conduite des projets sur l'identité électronique en établissement. Voilà, c'était une demande à la fois des éditeurs et des fédérations hospitalières d'avoir une clé d'entrée et de lecture très claire sur comment s'organise l'accompagnement des établissements en région et vers qui orienter en région si vous avez des établissements qui sont en difficulté pour avancer sur certains sujets. Même si vous les accompagnez, il y a quand même une partie qui les incombe, sur lequel ils peuvent être en difficulté et les régions sont outillées pour pouvoir les accompagner. Et pareil, on voulait en profiter pour vous mettre en visibilité des livrables qui existent déjà, qui, me semble-t-il, sont assez méconnus et pourtant dans lesquels il y a beaucoup d'informations utiles. Donc, on a le guide des fondamentaux du partage des données de santé, donc qui recouvre à la fois la partie MSS et MS, mon espace santé, où on a notamment toutes les règles, par exemple, sur la partie consentement. On a le guide de la consultation à destination des professionnels de santé, où là, c'est pas un guide de déploiement, c'est vraiment un guide entre guillemets grand public qui explique ce que c'est que la consultation, comment on consulte. Il y a le web PSDMP, demain avec le DPI en mode intégré et toutes les règles de gestion autour de cette consultation, mais plutôt à destination des professionnels de santé. Donc, ça peut être un bon vecteur promotionnel pour expliquer ce que c'est et donner envie. On a aussi le guide de la sécurisation de l'identité électronique qui est vraiment un guide pas à pas pour orienter l'établissement dans sa démarche de projet autour de la sécurisation de l'identification électronique des professionnels en structure, indépendamment de l'usage métier de la consultation, de manière au sens global du terme. À venir, on va proposer un guide du déploiement de la consultation de mon espace santé en établissement de santé, qui sera le pendant du guide de la consultation à destination des PS, mais là, pour le coup, à destination des équipes projets en établissement. Donc, vraiment un guide pas à pas pour aider le chef de projet à mettre en œuvre son projet de consultation. Et ça ne paraît pas là, mais on est aussi en train de travailler sur le guide du déploiement de la MSS à l'hôpital avec un focus sur la fonction réception. Voilà, donc vous voyez, on essaye d'outiller les établissements avec de la méthode pour conduire les projets. Et de manière transverse, on a le référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP qui reste très méconnu des établissements, sur lequel on va demander avec la CNAM à réaliser un webinaire
pour le mettre en visibilité parce que c'est un document que vous connaissez et dans lequel, en fait, on a toutes les règles que doivent respecter les établissements et les professionnels pour bien utiliser le DMP. Voilà, donc vous avez les liens URL sur la slide. N'hésitez pas à les utiliser et aussi à les transmettre à vos clients. Alors voilà pour la partie HospiConnect. Je ne sais pas si Laurent s'est connecté. Je ne pense pas encore. Je vais faire le porte-parole du coup de Laurent sur cette partie, donc sur le déploiement du mode R, avec un message assez simple de ma part. On a eu le retour d'un certain nombre de régions qui nous ont dit qu'il y avait des établissements qui se présentaient à la CNAM sur le portail de contractualisation pour procéder à la contractualisation au mode R. Donc, en gros, ils ont compris que c'était une étape administrative assez simple et que cette étape-là, comme elle était assez simple, on pouvait l'anticiper. Sauf qu'en fait, ce n'est pas dans ce sens que ça fonctionne. Et donc, je voulais m'assurer que l'ordonnancement ou la logique, entre guillemets, dans laquelle on doit prendre en considération le mode R est bien maîtrisée par tous. Donc, la contractualisation qui permet, entre guillemets, d'engager l'établissement auprès de la CNAM sur le fait que l'établissement est conforme au référentiel de sécurité d'interopérabilité du DMP, c'est la dernière étape de l'établissement. Avant de se présenter au portail, l'établissement doit avoir validé un certain nombre de prérequis, les fameux prérequis dont je vous ai parlé et sur lesquels les régions ont un rôle d'accompagnement. Si on regarde plus précisément ces prérequis, la première étape, c'est que l'établissement, comme je disais, doit prendre connaissance du référentiel DMP. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup d'établissements ne connaissent pas son existence. Donc nous, à notre niveau national, on va faire en sorte qu'ils le connaissent en lien avec les régions. Ensuite, l'établissement doit déployer une solution d'authentification primaire de FA. Mais avant de déployer cette solution, il doit mettre en œuvre son projet global de sécurisation de l'identité électronique des professionnels. Ce n'est pas juste proposer un MIE de FA de manière isolée. Il faut que ça s'embarque dans une stratégie plus globale. Et donc ça, c'est l'enjeu du coup d'HospiConnect. Mais c'est aussi l'enjeu au niveau ANS, DNS et des régions d'accompagner les établissements dans la mise en place de ces projets d'identité électronique. Ensuite, il faut qu'ils disposent d'une solution homologuée pour R. Donc ça, par contre, ça vous parle. Et donc ça, effectivement, c'est dépendant de l'homologation CNDA. Et donc, beaucoup d'établissements vont effectivement attendre que leur solution soit référencée Ségur pour avoir validé cette troisième étape. 4, et donc ça, c'est là où vient la contractualisation, c'est que l'établissement doit réaliser une auto-homologation déclarative et que cette homologation, ensuite, elle prend la forme d'un contrat signé à travers le portail de contractualisation porté par la CNAM. Et donc, une fois qu'effectivement cette convention est signée avec la CNAM considère que le CINES qui porte la convention est inscrit dans ce qu'on appelle une liste blanche et donne toute confiance à l'établissement pour consulter le DMP de manière sécurisée en déportant l'authentification du professionnel initialement sur l'authentification de l'établissement. Voilà. Donc vraiment, le message que je souhaite faire passer, c'est n'envoyez pas vos clients vers le portail de contractualisation s'ils n'ont pas préparé ces prérequis avant, parce que sinon, ça ne servira à rien, ils ne pourront pas signer la contractualisation. Enfin, ils ne pourront pas réaliser la contractualisation. Nous, de notre côté, on va travailler avec les régions et le réseau assurance maladie pour justement avoir cette liste très précise par FINES PMSI des établissements qui sont prêts ou qui doivent être accompagnés de manière à nous assurer que lorsqu'un établissement est prêt, eh ben, il se présente ou inversement, s'il n'est pas prêt, il ne se présente pas. Voilà. Donc, pareil, on a eu pas mal de questions sur la signature de la convention CNAM. Alors,
elle se fait via un portail de contractualisation et cette signature ne peut pas être déportée sur un prestataire externe. On a eu des éditeurs qui nous ont posé la question de savoir si c'était une prestation qu'ils pouvaient proposer sur la... Alors, les éditeurs peuvent proposer une prestation d'accompagnement à l'auto-homologation. Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez le droit de le faire, mais par contre, ça ne relève pas du périmètre Ségur. Si vous le faites, effectivement, c'est un financement qui doit être assumé par l'établissement, mais il ne faut pas contraindre l'établissement à accepter cette prestation en contrepartie de la mise à disposition des fonctionnalités Ségur. Voilà, ça, on est assez clair là-dessus. Vous avez le droit, mais vous ne pouvez pas conditionner la prestation Ségur au fait que l'établissement adhère à votre proposition d'accompagnement sur l'auto-homologation. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement de dire seul l'établissement, le représentant juridique de l'établissement, a le droit de procéder à cette contractualisation. Donc, on ne peut pas déporter la responsabilité de la contractualisation sur un prestataire externe à la structure. Donc ça, c'est la deuxième question à laquelle qu'on m'a posée. Et la troisième question, c'est le niveau de maille de signature. La contractualisation, elle devra se faire, pour votre information, à la maille géographique, quel que soit le type de structure juridique. Par contre, le portail a été construit de manière à faciliter l'enrôlement des EG dès lors que on a beaucoup d'EG qui font partie d'une EJ. Donc ça a été fait de manière à ce que voilà, ce soit entre guillemets une industrialisation de la contractualisation, mais chaque finesse G fera l'objet d'un contrat avec la CNAM. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt, excuse-moi Dimitri, si on revient, merci. Aujourd'hui, c'est plutôt du coup effectivement le responsable juridique de l'établissement ou son représentant qui est mandaté, qui pourra se connecter au portail via sa carte CPS ou CPE. Et aujourd'hui, cette étape nécessite effectivement l'enregistrement de la carte dans un back-office et ça implique d'avoir un rendez-vous avec un délégué numérique en santé de la CEPAM. Et donc ensuite, l'utilisateur, il est autonome après, une fois que c'est contractualisé. Donc le contrat est sur une durée de 3 ans. Et ensuite, l'utilisateur est autonome pour procéder à la signature de son contrat d'engagement, voilà, dès lors que, vous l'avez compris, les prérequis sont réunis. Si on revient sur l'auto-homologation, on nous pose pas mal de questions là-dessus. Alors, l'auto-homologation, c'est quoi? Donc, c'est un processus dans lequel l'établissement procède à sa propre homologation, mais pour lequel, quand même, dans le référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP, on lui oriente les actions vers lesquelles il doit aller. Donc, il doit préparer un support documentaire à minima sous forme d'une présentation synthétique et intelligible. Donc, ça, c'est un extrait du référentiel de sécurité et d'interopérabilité, je n'invente rien. Il doit tenir une commission d'auto-homologation référentielle DMP avec un certain nombre de responsables, et notamment le RSSI, le DPO, la DSI, enfin l'éditeur de la solution, la commission des représentants des patients, etc., etc. Donc, c'est pas opposable, mais voilà, il ne faut pas que ce soit une commission composée d'une personne, comme vous vous en doutez, mais que ce soit plutôt représentatif d'un ensemble quand même de représentants qui sont les garants de la sécurité du SI au sein de l'établissement et aussi des enjeux usagers et métiers. Une fois que cette commission s'est tenue, eh bien, il faut qu'elle se matérialise par le fait qu'il y a un PV de cette commission qui soit signé par le représentant de la structure. Il y a d'ailleurs, il me semble, dans le référentiel de sécurité et d'interopérabilité, des modèles proposés de PV, de commission. Et il faut ajouter le PV de la commission dans le registre RGPD. Et donc là, c'est quelque chose qui va rester au niveau de l'établissement. Si demain, il y a un contrôle, l'établissement est en capacité de démontrer à l'auditeur qu'il respecte le référentiel de sécurité et qu'il a bien tenu cette commission d'auto-homologation. C'est à distinguer du contrat qui vient attester du fait que l'établissement a réalisé cette auto-homologation, mais qui vient surtout marquer le fait qu'effectivement, l'établissement est conforme au référentiel
Et voilà, il n'y a pas, c'est à distinguer du contrat qui est signé avec la CNAM. Et je termine sur cette slide et après on prendra quelques questions s'il y en a dans le chat. Du coup, si je me place du coup d'un point de vue établissement et vous d'un point de vue de vos clients. Donc ça veut dire que l'établissement, donc il doit prendre connaissance du référentiel DMP. On va l'aider à le faire à travers la mise en place d'un webinaire dédié au sujet sur lequel on n'a pas encore fait de planif, mais on vous tiendra au courant. Il doit déployer une solution d'authentification. Donc, enfin, voilà, il doit disposer d'une solution homologuée pour R. Il doit réaliser l'auto-homologation que je viens de vous présenter à l'instant. Et tout ça, ça lui permet de contractualiser avec la CNAM via le portail de contractualisation. Ça se traduit en termes de projet en établissement sur le fait de conduire le projet DMP, le projet de sécurisation de l'identité électronique, le projet de mise à jour, du coup, là, comme on est plus spécifique consultation, donc DPI Vague 2, et il doit également penser à organiser cette commission d'auto-homologation avec la mise en place du PV que je viens de vous présenter. Une fois qu'il a fait ça, il peut prendre contact avec le DNS de la CPAM pour procéder à la contractualisation. Et donc, pour faire ça, il faut être accompagné. Et donc, on a un accompagnement régional, donc HospiConnect, conduit par les ARS et les grades sur projet DMP, projet sécurisation IE. On a un accompagnement régional Ségur, même si parfois ce sont les mêmes personnes, hein, qui est conduit par les ARS et grades. Quand je dis ARS et grades, il y a aussi du réseau assurance maladie, mais intégré au grade. Et ensuite, la contractualisation, là par contre, c'est quelque chose qui relève exclusivement de l'assurance maladie. Et nous, notre enjeu au niveau national, c'est de faire parler toutes ces personnes-là pour nous assurer qu'il y ait une fluidité dans l'accompagnement et que les établissements se présentent au bon moment au portail de contractualisation. Donc, on a eu la question de certains éditeurs qui nous demandaient vers qui ils devaient orienter côté CPAM pour faire en sorte que que les clients contractualisent. Donc, avant de poser cette question, on veut nous assurer que ces établissements sont prêts sur tous ces prérequis. Et donc, on vous invite plutôt, lorsque des clients vous posent cette question, de les orienter vers la liste des référents régionaux dont je parlais précédemment et qui sera mise à disposition sur le site du ministère. Voilà. Alors, pour cette partie actualité institutionnelle, on a terminé. Peut-être que, je ne sais pas s'il y a des questions, on regarde. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous communiquer les liens vers ces guides et référentiels? Donc, oui, ils sont, quand on vous enverra le support, les liens URL sont directement dans le support, donc vous les aurez directement avec le support. Les difficultés rencontrées actuellement par les établissements sont les échanges avec ProSanté Connect pour sa mise en place et surtout sur la partie mode R simplifié qui est très compliquée. Oui, c'est pour ça que du coup, on a mis en place effectivement l'accompagnement plus spécifique sur ce sujet. Allez-vous rendre public les éléments que vous fournirez à vos relais? Si déjà pas public, cela nous permettra d'être cohérents dans le cadre. Alors, quels éléments, Philippe? Tu peux être un peu plus précis? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple que les ARS adressent ces documents aux établissements? Alors oui, bien sûr. En fait, qui peut le plus, peut le moins. Les ARS, elles sont au courant de les ARS, grades, réseau assurance maladie, sont bien au courant de l'existence de ces produits documentaires. Ils sont relayés. Mais voilà, on profite de vous dire que comme vous êtes aussi en contact avec vos clients, n'hésitez pas à les relayer aussi. Et si les clients ont 2 fois l'information, bah, ce n'est pas très grave. Au moins, on est sûr qu'ils ont l'information. Mais oui, bien sûr, les régions sont bien au courant de toutes ces infos. Est-ce que vous fournirez un modèle pour l'auto-homologation? Alors, il y a un modèle dans le référentiel de sécurité d'Interop. Si je ne dis pas de bêtises, il faut que je... Non, mais c'est bon, Inès, ouais. C'est l'annexe 1 du référentiel là, qui comporte un modèle. OK. Et les délais évoqués, on ne relève pas du CNS permettre de CNDAN. OK.
Bon, bah, je pense que oui, Julie a répondu. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, Philippe, tu n'as pas le micro. On va essayer de te le donner. C'est OK. Bah, merci, bonjour. Non, j'ai écrit, en fait, c'était la question ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que vous allez communiquer avec les relais en région pour les aider à mettre en œuvre des actions, etc., etc. Ma question, c'est si vous leur transmettez des données déjà publiques, ça va, mais si vous leur donnez des éléments non publics, ça peut venir interférer avec la relation client-fournisseur qu'on a par ailleurs. Et c'est pour ça qu'on ait connaissance. Ça peut être des éléments de planification d'action, enfin des choses comme ça, quoi. Parce que sur la Vagune, on avait eu déjà des interférences, on va dire, d'actions de groupements régionaux par rapport à notre relation client-fournisseur. Et ça n'avait pas été toujours facilitant. Et dit autrement, il y avait des établissements qui revenaient vers nous en disant attention, le grade m'a dit ceci, cela. Mais oui, mais calmez-vous, quoi. Enfin, il n'y a pas de sujet. Donc il y avait parfois des interventions qui étaient génératrices d'incompréhension. Donc c'était qu'on soit au courant, quoi. C'est ça, qu'on partage toutes les mêmes infos. C'était ça l'idée. Mais si vous ne donnez que des éléments publics aux régions, c'est bon. Il y a pas de... Alors, on n'a Ma pas question de... tombe là. Oui, on leur donne pas de... En fait, elles sont quand même... on cadre, mais par contre, les régions sont quand même libres d'organiser, entre guillemets, de l'accompagnement en fonction d'un planning qu'elles ont et des ressources qu'elles ont en interne. Maintenant, donc je n'ai pas de réponse, entre guillemets, au niveau national à te donner. Nous, ce qu'on va regarder, c'est effectivement si l'accompagnement est effectif ou pas. Maintenant, si vous, effectivement, vous avez des C'est plus retours... une question de principe, hein, juste. Ouais. Je comprends qu'il n'y ait pas la réponse détaillée aujourd'hui, mais si par principe, si effectivement il y a des actions engagées, des plans de com faits en région, etc., en informer les éditeurs concernés, c'est pas forcément mauvais, parce que ça nous permet d'être raccord, quoi, c'est tout. C'était tout, c'est une question un peu de principe de transparence, quoi. Ok. Très Merci. bien. Et pour répondre à Madame Mougin, donc oui, on est en lien avec la CNAM et on va leur orienter les pilotes, mais faut-il encore qu'on les identifie. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais en message introductif la demande de vous dire que lorsque le moment sera venu et que vous aurez identifié vos pilotes, il faut aussi nous les transmettre pour que nous aussi on fasse le lien effectivement avec la CNAM pour qu'ils puissent les prioriser sur la partie contractualisation. Ça effectivement c'est un point qu'il ne faut pas qu'on néglige. Écoutez, j'ai vu qu'il y a d'autres questions. Je vais y répondre par écrit, mais je vous propose de passer à la suite parce qu'il est déjà 15 heures. Alors, sur le déploiement effectivement des solutions, comme vous le savez, voilà, c'était dernièrement l'anniversaire de mon espace santé. Donc, on a eu l'actualisation d'un certain nombre de chiffres. Donc, côté usager, on voit que c'est un produit dont le citoyen s'empare de plus en plus. Donc, on a 24 millions de profils qui sont activés, à distinguer des profils existants ouverts. Activés, ça veut dire que le citoyen y allait au moins une fois sur son profil Mon Espace Santé. Donc, ça veut dire plus d'une personne sur 3 en France, c'est à peu près 40% de la tranche des 24-69 ans. On a un utilisateur sur 2 qui est actif, puisqu'en fait, il enrichit lui-même son profil Mon Espace Santé, parce que vous savez qu'il y a une fonctionnalité qui permet à l'usager d'alimenter lui-même son profil Mon Espace Santé avec ses propres documents. On a 8 millions de personnes qui ont téléchargé l'application mobile et on a plus de 2,5 millions d'utilisateurs qui se connectent chaque mois à Mon Espace Santé. Et beaucoup d'entre, enfin pas la majorité, mais on a quand même 30% de ces utilisateurs qui viennent du trafic venant des emails, puisque comme vous le savez, quand il y a une action d'alimentation, on a une notification de l'assurance maladie qui est envoyée à l'adresse mail qui est connue d'Amélie. Et en fait, on voit bien que ce mode
entre guillemets, de prise de contact est un mode qui permet d'attiser, entre guillemets, la curiosité de l'usager qui, du coup, ensuite, va effectivement consulter de quoi il s'agit si il n'y a jamais été jusqu'à présent. Et on a la moitié des utilisateurs qui reviennent d'un mois à l'autre. Donc, on sent quelque part que c'est un produit qui arrive à fidéliser. Quand on y va une fois, généralement, on a tendance à y retourner. Et donc, on a près aussi de 8 millions de documents qui sont consultés par les usagers chaque mois. Et donc, l'objectif des pouvoirs publics, c'est vraiment d'avoir 40 millions de personnes qui ont activé mon espace santé d'ici fin 2027. Si on regarde les usages côté structure, alors côté hôpital, on suit une métrique qui est l'alimentation. Donc, on est encore sur la partie alimentation. On n'a pas encore adressé l'enjeu de suivre régulièrement la consultation parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on est surtout dans une consultation depuis exclusivement même, depuis le web PSDMP, que ce soit via l'interface, soit via appel à contextuel. Mais voilà, on attend d'avoir quand même les DPI intégrés pour suivre de manière beaucoup plus industrialisée cette métrique. Donc là, on est vraiment sur l'alimentation. Et ce qu'on suit à l'hôpital, c'est la lettre de liaison de sortie. Donc, sur le S2 2025, on était à peu près en moyenne sur l'ensemble des établissements du territoire, donc FINES PMSI, 67% d'alimentation de la LDL en moyenne qui est alimentée. Et on a un objectif d'arriver jusqu'à 80% d'alimentation de la LDL. On a eu le programme SUNES qui est venu aider à cet enjeu-là. Ça s'est poursuivi par le programme Open 2 phase 1. Maintenant, voilà, OSPI-Connect n'adresse plus l'enjeu d'alimentation. Pour autant, c'est quelque chose qu'on continue à suivre dans une logique où c'est quelque chose, par contre, qui continuera à être suivi dans le cadre du dispositif IFAC, mais également qui est suivi à travers notamment les indicateurs de la certification HAS. Donc, même si on ne l'adresse plus dans les programmes de financement, le financement, c'était une impulsion pour dynamiser et mettre en place l'industrialisation de l'alimentation de manière pérenne. Et maintenant, on est vraiment dans une logique où on part du principe, entre guillemets, que c'est de l'acquis et qu'il faut continuer à alimenter avec une amélioration du taux qui reste quand même possible à travers l'ambition des 80%. Quand on regarde aujourd'hui sur le terrain les principaux freins, du coup, il y a effectivement, alors ce n'est pas forcément par ordre d'importance, mais il y a encore des soucis techniques parfois côté solution, que ce soit PSI ou DPI. Donc, quand c'est le cas, nous, côté ANS, on essaie d'intervenir pour voir avec l'éditeur et le client comment on peut résoudre la situation s'il y a difficulté. Il y a aussi des problématiques organisationnelles internes en établissement, avec notamment le sujet de la validation des documents. Aujourd'hui, on a énormément de lettres de liaison de sortie qui sont faites, mais qui ne sont jamais validées. Et s'il n'y a pas de validation, il n'y a pas d'envoi au DMP. Il y a également, je ne l'ai pas mis là, mais le sujet de la qualification de l'INS, où on a encore certains établissements qui peinent à qualifier des INS pour des raisons organisationnelles. Il y a le sujet de l'expiration des certificats DMP, sur lequel on a mis un accompagnement des régions pour qu'elles puissent identifier les certificats qui sont proches de leur date d'expiration pour pouvoir alerter les établissements pour qu'ils puissent anticiper le renouvellement des certificats DMP. Et on a encore pas mal de mauvais types code. On a beaucoup d'établissements qui typent encore en CRH, compte rendu d'hospitalisation, à la place de la lettre de liaison de sortie. Voilà, donc les difficultés il y en a quand même, du coup elles sont identifiées. Maintenant, on travaille avec les régions pour pouvoir accompagner les établissements qui n'arrivent pas, qui sont en deçà des attentes en matière d'alimentation, voir comment on peut les aider pour améliorer leur processus organisationnel ou améliorer ou résoudre les dysfonctionnements techniques lorsqu'ils existent. Et bon, sur la MSS, un peu moins à dire parce que c'est quelque chose quand même qui est engagé depuis longtemps à l'hôpital, l'envoi de documents par la MSS. Donc, on voit que voilà, c'est une courbe qui
qui ne montre pas de régression. On vous l'a mis quand même parce que l'enjeu, là, vraiment, pour nous, collectivement, ça va être d'adresser le sujet de fonction-réception. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on émet, mais par contre, il y a vraiment une nouveauté qui est comment je m'organise en interne de l'établissement pour pouvoir gérer correctement les retours qui n'ont pas pu être intégrés automatiquement dans le DMP. Et donc, ça, voilà, c'est vraiment l'enjeu à venir sur lequel on reviendra au fil des comités éditeurs. Mais sur la partie, entre guillemets, indicateur d'usage MSS, on n'a pas énormément de difficultés, si ce n'est le fait qu'on a encore la confusion des rattachements de boîtes à des mauvais finesses. Ça arrive beaucoup encore. Et voilà, on continue à accompagner les établissements là-dessus. Et il y a aussi le sujet de l'annuaire des correspondants qui pose quand même encore pas mal de problèmes sur la partie émission. Mais voilà. Et donc, le guide de déploiement de la MSS adressera aussi ces enjeux-là lorsqu'il sortira. Et en termes d'avancement du référencement Ségur Vague 2, donc sur la PFI, donc on a 20 solutions référencées sur 21 candidates. Et sur la partie DPI, donc on a 5 solutions référencées sur 34 candidates. Et les 5 solutions référencées à date donc, sont Hôpital Manager de Software, EMED de Nexus, Expert Santé de Berger-Levrault, Dominique HAD de Dixit et Suite Medical Object de Mediware. Donc voilà, bravo à ces 5 DPI qui ont franchi la haute barre du référencement Ségur Vague 2. On ne doute pas que les autres solutions vont arriver prochainement. Et donc, vous avez, voilà, là, on ne l'a pas mis, mais on vous le mettra. Vous avez à disposition, c'est rendu public, la liste des solutions référencées qui est disponible sur le site de l'ANS. Et sur les bons de commande, on voulait aussi vous mettre en visibilité que ça avance. N'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez des clients qui doutent, qui ne comprennent pas les bons de commande. On a eu pas mal d'éditeurs qui nous ont dit effectivement que comme les établissements n'avaient pas la PFI et le DPI déployés en même temps, enfin voilà, ils se posaient la question de l'interfaçage DPI-PFI, comment ça allait s'incarner tout ça. Du coup, on a fait un argumentaire qu'on pourra vous diffuser d'ailleurs, je pense. On a fait un argumentaire qu'on a adressé aux régions pour qu'elles puissent s'appuyer sur cet argumentaire pour expliquer aux établissements le bien fondé des bons de commande et de venir anticiper leurs craintes par rapport justement au fait de signer ces bons de commande. Donc, sur la partie PFI, on a une répartition géographique. Donc, voilà, je vous laisserai l'apprécier. Mais en moyenne, on a 44% de solutions PFI commandées. Et sur la partie DPI, on en a un peu moins, mais ce qui est normal puisqu'il y a quand même moins de solutions référencées. On a 23% de solutions DPI qui sont commandées avec des chiffres qui sont actualisés au 12 février 2026. Et donc ça, c'est un indicateur qu'on suit de très très près tous les 15 jours au niveau de la direction de programme Ségur. Et vraiment, j'insiste, si vous avez des difficultés à faire signer des bons de commande, l'idée, c'est pas de forcer les établissements, on est d'accord, mais souvent, ça vient plutôt d'un manque de connaissances. Donc, si vous avez des difficultés à faire signer certains établissements, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Nous, on peut intervenir en appui pour aider, rassurer les établissements et pouvoir les accompagner dans cette signature s'il y a des questions auxquelles ils n'ont pas forcément de réponse. Alors, Dimitri, il est 15h11. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre quelques questions ou on répond par écrit? J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions, tout simplement. D'accord. Donc, ok. à moins qu'elles tombent maintenant, mais a priori, non. Ok. Bon, Donc, ça va me permettre d'enchaîner.
donc avec des thèmes qu'on a souhaité, sur lesquels on nous a sollicité ces dernières semaines. Donc des questions récurrentes et voilà, on a essayé de synthétiser un petit peu les questions-réponses pour vous faire gagner du temps aussi dans vos démarches. Donc les thèmes qui sont abordés sur ces différentes questions et réponses, c'est tout ce qui tourne autour des bons de commande, le déploiement des sites pilotes, des questions autour de qu'est-ce qui se passe si le DPI ou la PFI n'est pas bien déployé vague 2. Des questions sur les certificats et sur certaines exigences. Alors, la première question, c'est sur le dépôt des premiers bons de commande. Donc ça, c'était une demande qu'on vous fait lorsque votre solution est référencée, que vous avez vous avez identifié vos sites. Et les bons de commande, commencez par adresser auprès de l'ASP un échantillon de ces bons de commande afin qu'on puisse valider le bon format des éléments que vous transmettez. Voilà, à des fins de test, parce que si vous en envoyez tout un lot et qu'il s'avère qu'il y a un problème de format, eh bien, il faudra recommencer, quoi. Et on remet dans le support qui vous sera mis à disposition le formulaire de contact pour le support ASP. Alors, on est aussi assez sollicité pour des établissements qui ne figurent pas dans la base des établissements éligibles. Voilà, donc je ne sais pas si je lis entièrement la diapo, puisqu'après elle sera remise à disposition. Mais voilà, on avait une base d'établissement avec des finesses qui étaient en vigueur jusqu'à l'été 2023. Et donc, les établissements pouvaient postuler sur la base de leur existence dans ce fichier. Mais voilà, depuis, de nouveaux établissements sont apparus, soit au travers de création d'établissements, soit au travers de fusions, de rachats structure entre des groupes, etc. Ce qui fait que certains établissements avec des finesses, des nouveaux finesses, ne figurent pas dans la base des ES éligibles. Donc, ce qui est important, c'est de voir déjà les critères d'éligibilité qui sont dans l'onglet à lire de ce fichier des établissements éligibles. Et puis, tout en bas, on vous a fait un récapitulatif de la petite procédure à appliquer dès lors que des établissements ont fusionné, ont été rachetés. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez récurrent. Il convient d'établir un bon de commande associé au nouveau finesse. Puis d'inscrire clairement dans le bon de commande que ce finesse fait suite à fusion ou rachat, en citant les anciens finesses. Joindre les documents justificatifs et officiels de ces fusions / rachats, par exemple l'arrêté de l'ARS. Et puis le montant forfaitaire pour le nouveau finesse correspondra en fait au cumul des montants forfaitaires des anciens finesses concernés. On a des questions. Alors, je vois qu'en parallèle, ça tourne un petit peu les questions. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Inès, si on les prend au fur et à mesure ou, Ouais, je pense qu'on va les prendre. C'est mieux, je pense. Parce qu'après, c'est des questions très différentes. Alors, je lis Ouais. la question. Cette procédure s'applique-t-elle pour des établissements ayant fusionné après avoir signé des commandes sur leurs anciens finesses? Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Peut-être redire la règle. Quand vous avez des établissements aujourd'hui qui étaient effectivement, comme le disait Dimitri, dans la base des ES éligibles à un certain moment, parce qu'elle a dû être arrêtée à un certain moment, et qu'aujourd'hui ces établissements ne correspondent plus au finesse qui est dans la base des ES éligibles, ces établissements restent éligibles dès lors que leurs anciens finesses sont dans la base. Et donc, comment ça se passe? Ils doivent signer un bon de commande avec leur nouveau finesse, donc le finesse actuel, au moment de la signature du bon de commande, et ils doivent reporter dans ce bon de commande les anciens finesses pour que l'ASP puisse raccrocher l'ancien finesse de la base éligible qu'elle a dans ses bases avec le nouveau finesse actuel. Et
à cette information sur le bon de commande, il faut y ajouter un justificatif de fusion ou de rachat qui justifie le fait que c'est vrai. Voilà. Donc, en gros, la règle, c'est ça. Nous avons 2 commandes validées par l'ASP pour 2 anciens FINES. Les établissements ont fusionné sous un nouveau FINES au 1er janvier 2026. Bon, faudra, Jean-Raphaël, que tu nous adresses le cas, mais normalement, si ça a été validé côté ASP, c'est bon. Voilà, mais on le redit parce que il y a certains éditeurs qui ont envoyé dernièrement à l'ASP des bons de commande avec des anciens FINES. Et les clients nous disaient: mais nous, on veut pas signer ce bon de commande parce que sur ce bon de commande, en fait, il est fait avec notre ancien FINES alors qu'en fait, on n'est plus sous ce FINES. Donc, c'est pour ça que, voilà, je répète pour être sûr, vous faites un bon de commande au FINES actuel, mais ce FINES, s'il y a eu une fusion entre-temps par rapport à la base des ES éligibles, il faut rapatrier dans le bon de commande les anciens FINES pour que l'ASP ne vous dise pas: mais non, ce FINES n'est pas éligible, qu'elle puisse comprendre qu'en fait, c'est un FINES qui résulte d'anciens FINES. Voilà. On enchaîne peut-être avec Ouais, vas-y. les autres points, mais n'hésitez pas à réagir quand même dans le chat. Alors, on a aussi des questions sur les scénarios d'installation. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que les scénarios d'installation des bons de commande sont informatifs et que le scénario peut tout à fait évoluer au fil du déploiement. Pour autant, en fait, le souhait sur ces bons de commande, c'était d'initier au plus tôt en fait, le dialogue entre vous et vos clients sur ces différents sujets pour faciliter la compréhension et puis les opérations à effectuer. Ensuite, concernant l'annulation des bons de commande. Si un établissement se trompe par rapport aux bons de commande signés, ce qui arrive, bon de commande de la mauvaise solution ou d'un mauvais fournisseur, à ce moment-là, on doit pouvoir procéder à une modification, à une annulation, pardon. Donc l'établissement doit prendre attache au plus vite auprès de l'éditeur pour informer de sa volonté d'annuler le bon de commande. Et c'est alors de votre responsabilité de contacter l'ASP pour faire annuler ce bon de commande. Et à ce moment-là, on a 2 cas de figure. Soit le bon de commande a déjà fait l'objet d'une avance par l'ASP, donc c'est l'ASP qui va procéder à la régularisation du dossier. Soit le bon de commande n'a pas encore fait l'objet d'une avance et à ce moment-là, le bon de commande pourrait être annulé sans impact financier. Voilà, le bon de commande signé, celui qui était assigné normalement avec le bon éditeur, ne pourrait être pris en compte par l'ASP qu'une fois le mauvais bon de commande annulé. Donc c'est important aussi de réaliser ces opérations assez vite pour ne pas bloquer les nouvelles commandes, les bonnes commandes, on va dire. On a aussi été sollicité sur des questions par rapport au contenu des PV des pilotes. Donc là, on voulait vous apporter quelques précisions sur la date de finalisation de l'installation en indiquant que le PV doit être complété au moins 1 mois après l'installation complète effective de la solution. En fait, la solution déployée en environnement de production doit faire l'objet d'une observation des fonctionnalités Ségur pendant au moins 1 mois. Ça ne veut pas dire que des mises à jour ne sont pas possibles. Ça ne veut pas dire qu'en cas de problème de fonctionnement, il y aurait une espèce de compteur qui repart à 0 et qu'on doit redéclencher un timer qui dure 1 mois. Donc voilà, on est sur un principe aussi de bonne intelligence entre vous et vos clients, hein, de simple observation des fonctionnalités. Mais surtout, il n'y a pas de volonté d'empêcher les mises à jour, bien au contraire. Si des mises à jour sont nécessaires, il faut les faire. Voilà, on tenait à préciser ça. Un autre point, donc il n'est pas exigé des établissements qu'ils mettent en œuvre ProSanté Connect exclusivement comme moyen d'authentification fort. Et donc, les établissements peuvent tout à fait utiliser un autre moyen d'authentification
si tant est qu'il soit en conformité avec le RIE. C'est d'ailleurs pour ça que dans le PV pilote, on a, et puis dans les VA de manière générale, on a bien mis un « ou ». Voilà, c'est pas exclusif de ProSanté Connect. Après, ça dépend de la stratégie de l'établissement en matière de sécurisation IE et du MIE qu'il souhaite déployer. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que nous, on va pas venir. Ce PV, il a vocation, il s'impose à vous. C'est-à-dire qu'il a vocation à vérifier que toutes les fonctionnalités Ségur, y compris autour de l'authentification forte des professionnels, fonctionnent. On ne va pas venir, on va pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir checker l'organisation mise en place en établissement pour permettre cette authentification forte. On fait vraiment, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, on vient vraiment, nous, à travers les PV et les VA, vérifier que la solution DPI est conforme au REM et aux fonctionnalités attendues par rapport au Ségur. Et on n'attend pas de vous que vous fassiez le boulot, entre guillemets, de l'établissement sur toute la généralisation IE au sein de la structure. Et donc ça, c'est plutôt charge de l'établissement de faire le travail. Et donc, on ne peut pas vous demander d'être exclusif d'un moyen d'identification en particulier. Par contre, il faut que vous puissiez implémenter effectivement cette fonctionnalité. Je vais peut-être passer, je ne sais plus si on avait une question sur le MFA derrière. Non, je crois pas. Non. Ok. Sur la stratégie de déploiement des pilotes, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Doit-on attendre d'avoir finalisé le déploiement des 3 pilotes avant de démarrer les autres sites? La réponse est non. Vous pouvez démarrer les autres sites. En revanche, aucun solde ne sera délivré tant que les pilotes n'ont pas été validés par l'ASP. Et puis, bon, le principe des pilotes est quand même de valider aussi vos principes de déploiement et de fonctionnalité. Donc, c'est mieux comme ça, mais pour autant, rien ne vous empêche de démarrer les autres sites en dehors des pilotes. Doit-on avoir déployé les fonctionnalités Ségur sur toute la structure pour prétendre à la signature d'un PV? Le PV et la VA ne précisent pas le périmètre d'utilisateur lors d'utilisateur ou de service à couvrir. Donc, en revanche, il faut que tout le contenu présenté dans la VA ou les PV pilotes fasse l'objet d'une vérification par l'établissement en production et charge à l'établissement de définir avec vous ce qu'il souhaite couvrir comme périmètre de déploiement pour la validation. Et d'après nous, ce qu'il nous semble, à minima, c'est de valider au moins ça sur un service. Alors, on en a parlé un petit peu. Doit-on déployer la version référencée Ségur Vague 2 ou peut-on déployer une version postérieure? Voilà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, il y a 2 choses. C'est en lien aussi avec la question en dessous. Il n'y a aucune contre-indication à ce qu'une version postérieure soit déployée, qui a fait l'objet de correctifs ou d'évolutions. La convention de référencement évoque dans son article 10 ce principe de continuité de fonctionnalité. Voilà, ce qui compte absolument, c'est que les fonctionnalités Ségur continuent de fonctionner pendant le déploiement. Et encore une fois, on vous encourage à faire évoluer vos solutions et à les mettre à jour sur les sites. D'ailleurs, qu'il s'agisse d'une évolution ou d'une correction sur les fonctionnalités Ségur ou pas. J'essaie d'aller un peu vite, Inès, je ne sais pas si j'oublie des choses principales, surtout tu me Écoute, dis. ça a l'air très clair, il n'y a pas de questions. Donc... Vous êtes encore là? Oui, il y a encore du monde, oui. Ok. Alors, on a ces questions aussi en tant qu'éditeur de PFI. Comment puis-je faire signer un PV ou une VA si le DPI n'est pas encore déployé? Donc, les PV prévoient ces cas de figure où l'autre solution, on va dire entre guillemets, n'est pas déployée ou pas complètement. Donc, vous pouvez vous rabattre sur ces cases à cocher dans lesquelles vous indiquez ou plutôt le client indique qu'on n'a pas pu valider tout. En revanche, lorsque l'autre solution, donc là, en l'occurrence, le DPI sera déployé,
vous vous engagez en tant qu'éditeur de PFI à finaliser le travail après le déploiement de l'autre solution. Est-ce que tu veux que je prenne la main sur les certificats comme tu Ouais, veux? ça marche. Je suis là, Inès, Ah, si tu veux, je peux Laurent, prendre la main. parfait. D'accord, vas-y. Bonjour à tous, je suis arrivé un petit peu en Bonjour. retard, je suis désolé. Bonjour à tous. Pas de souci. Sur la partie certificat, effectivement, un tour d'horizon complet sur cette partie-là. Donc, depuis le guide d'intégration 2.08, on a mis à votre disposition ce qu'on appelle un assouplissement au niveau de l'utilisation des certificats. Donc, la possibilité d'utiliser un certificat sur le finesse juridique pour s'authentifier. Par contre, aller positionner au niveau des documents le finesse géographique, d'où dépend le document. Donc on avait clairement identifié qu'au niveau de la façon de faire à partir de cette version de 2.08, les solutions que nous on préconisait très fortement, c'était soit le tout géographique, certificat géographique et finesse géographique, mais principalement l'assouplissement par rapport à l'utilisation de ce finesse juridique et l'alimentation à la maille géographique. L'utilisation full juridique, c'est-à-dire d'un certificat juridique avec identification des documents à la maille juridique, on avait indiqué que c'était quelque chose qui n'allait pas perdurer et qu'on allait très vraisemblablement interdire cet usage-là prochainement. Alors le prochainement, on y est presque, puisque sur 2027, en fonction de l'état, bien entendu, du terrain et de la situation qu'on va trouver, on interdira, comme on a fait aujourd'hui sur les EHPAD, on interdira l'alimentation des documents à la maille juridique. Voilà, donc le GIE mettra à votre disposition dans les fiches éditeurs les établissements qui utilisent le full juridique pour alimenter les documents. Donc soyez vigilants peut-être quand vous installez vos clients de bien leur préciser que vous avez développé cette partie assouplissement juridique géographique. Ce qu'on vous conseille aussi de faire, c'est d'informer vos clients qu'il faut effectivement qu'ils veillent au renouvellement de leur certificat, parce qu'on a tous les mois sur le terrain énormément de documents qui ne sont pas alimentés parce que le certificat est périmé. Donc tous les mois, on transmet au niveau du réseau, puis au niveau ARS et GRAD, on transmet l'état des lieux des certificats périmés pour qu'ils puissent intervenir au niveau des établissements. Et avec le GIE, on essaye de raccrocher les flux côté éditeur pour essayer de vous contacter aussi, pour voir si vous pouvez faire quelque chose. Mais bon, voilà, c'est vraiment cette double action, vous, éditeur, et puis ARS Garde auprès des établissements qui doit faire qu'on se retrouve sur le terrain avec plus de certificats périmés. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'ai vu que vous étiez pressé. Non, mais super. Merci, c'est très clair. Du coup, on te laisse la parole sur les deux questions plutôt REM sur la partie DMP. Oui, pour l'exigence OAuth2, donc par rapport au modère et à l'utilisation d'une authentification double facteur. Donc au niveau DMP, nous on contrôle rien. À partir du moment où l'établissement de santé va utiliser une authentification en mode R, on présume, et ça c'est ce que Inès a dû vous expliquer en amont sur la partie référentiel DMP, portail de contractualisation, etc. On présume qu'au niveau de l'établissement, puisqu'on a délégué cette partie authentification à l'établissement, qu'il y a utilisation, effectivement, pour authentifier le professionnel de santé d'une authentification forte de FA. Voilà. Ah oui, au niveau des icônes, alors les seules icônes officielles aujourd'hui qui sont
qui sont disponibles, c'est les icônes qui sont que vous pouvez récupérer sur le package du GUE Sésame Vital. Elles n'ont pas évolué depuis, il n'y a pas eu de convergence de marque en fait entre Mon Espace Santé et DMP. Donc vous avez à votre main la possibilité donc d'utiliser les icônes que vous pouvez reprendre donc Mon Espace Santé ou DMP qui vous convient par rapport à ce que vous demandent les exigences Ségur. Ok, merci Laurent. Et du coup, en 2 minutes, je laisse la parole à Armand sur la partie FAQ. Oui. Oui, bon, là, vous avez une liste de quelques questions-réponses que, en accord avec Inès et Dimitri, on a souhaité vous mettre en évidence. Donc, en cliquant sur les liens qui sont donc sur le support hein, qui vous sera disponible euh, via le portail industriel, vous aurez accès à ces questions-réponses. Donc, c'est surtout, vu le temps là, c'est surtout la dernière, celle du slide d'après, je pense qui va vous intéresser le plus, puisqu'elle concerne une condition indispensable qui est la déclaration des versions obsolètes. Donc, surtout, pensez bien à déclarer votre version obsolète, sinon vous aurez des difficultés côté financement. Donc voilà, c'est un point important. Donc je pense que c'est celle-là que je préfère vous souligner. Voilà, donc vraiment, pensez-y. C'est un champ qui est optionnel dans Convergence, mais qui est impératif côté ASP. Hein. Voilà, donc regardez bien cette question et vous verrez, il y a un formulaire modèle de déclaration de version obsolète. Voilà, je pense que c'est vraiment la plus importante pour vous là. Je pense que c'est bon du coup. Merci Armand. Ouais, on arrive au terme de la présentation. Très bien. Ben, écoutez, j'espère qu'en tout cas, vous aurez récupéré pas mal d'informations. On vous remercie pour votre présence tout au long de ce webinaire. On va vous adresser avec Dimitri du coup un mail très rapidement dans lequel vous aurez du coup le support et on va voir si ce sera possible aussi pour le replay. Je suis pas certaine, enfin faut qu'on voit comment on fait. On revient vers vous rapidement pour vous proposer du coup, comme on s'est dit au démarrage, hein, nouvelle manière de travailler, comité éditeur tous les 3 mois. Donc, on revient vers vous avec très rapidement une nouvelle invitation dans 3 mois. Et surtout, il faut que ça vous serve. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter les points en amont sur lesquels vous souhaiteriez avoir des éclairages pour qu'on vous propose du contenu qui réponde à vos interrogations. On vous remercie et puis on vous souhaite une bonne journée et bon courage pour la suite de l'aventure Ségur, donc référencement et déploiement. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.